Et si SPP est là, on fait plus de bruit que ça. ISPP, si ça va, on accueille le commandant avec des applaudissements et des bruits. Bonjour. Bonjour. Café. Lafi, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso, Orange, Burkina et Nescafé vous présentent le Grand Café. 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 Extraite au cœur de la ville de Sia, la nature crée une eau authentique, une eau pure, une eau riche en oligo-éléments et en sels minéraux. Lafi, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso. Vous le saviez déjà, les experts le confirment. Lafi est médaillée d'or monde, sélection 2019. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Sois concret. Rejoins Orange Choco, tape étoile 109 dièse et reçois 75 SMS chaque jour après envoi du premier SMS payant. Orange. Bonjour à tout le monde, on va vous applaudir encore très fort. Hey, comment commencer ce café sans faire un accueil chaleureux? Des applaudissements à celui qui nous installe ici tous les jours. Il est fort, il est grand, il est costaud. Il a les doigts dans les platines avec de la magie. Mesdames et messieurs, applaudissements pour DJ Abdel. Eh bien, la question qui taraude les esprits en ce moment, qui vient s'installer dans ce fauteuil? Je voudrais, d'entrée de jeu, vous dire tout de suite qu'elle a un teint à l'image du café chocolaté. Un teint qui porte l'arôme de ce café que nous voulons servir aujourd'hui. Elle est naturelle. C'est une femme à la tête bien faite, une femme à la tête bien pleine. Mesdames et messieurs, son parcours est fulgurant. On va tout de suite l'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements. Voici Nestorine Sangaré. Nestorine Sangaré! Installez-vous. Merci, on va rester debout les amis pour accueillir ceux qui font le taf ici dans cette maison, qui ont la lourde tâche de poser les bonnes questions. Voici Monsieur Salif Akema. Bonjour Salif. Voici Lorraine Bazier. Et on va appeler une jeune demoiselle, elle vient de chez vous. Vous allez vraiment l'encourager parce que quand on prend la parole devant autant de gens, ce n'est pas si évident. Elle vient de l'ISPP. Mesdames et messieurs, applaudissements pour la Joker Doris Badiel. Eh bien, la maison est installée. On va commencer cette émission. Mesdames et messieurs, vous pouvez vous asseoir. Le rituel, il est connu maintenant. La parole revient à mademoiselle
Doris Badiel, pour expliquer à notre invité comment les choses se passent dans cette maison, les règles du jeu. Bonjour, Madame Nestorine Sangaré, bienvenue au café. Le principe est simple. Le commandant Papus et ses chroniqueurs vont se charger de vous poser une série de questions. Aujourd'hui, je suis votre bouée de sauvetage en quelque sorte. Si on vous pose des questions auxquelles vous ne voulez pas répondre, je vous donne un joker. Vous n'avez droit qu'à 3 jokers. Mais vous connaissant, je sais que vous êtes une femme forte et vous saurez faire face à ces questions. Bon café. Waouh, applaudissements. Ah oui, ici, nos jokers sont là pour encourager nos invités et leur dire qu'ici, ce n'est pas un purgatoire. C'est tout simplement un espace de discussion, de débat, d'échange. Mesdames et messieurs, en rappel, cette émission a été enregistrée sous le prétexte du 8 mars, qui célèbre la femme. Et quand on sait que celle qui est notre invitée aujourd'hui a occupé une place importante dans le département en charge des droits de la femme, nous nous sommes dit, c'est le meilleur profil pour discuter aujourd'hui. Madame, encore une fois, merci d'avoir honoré cette invitation. On va préciser que vous êtes née en 1967, 7 ans après les indépendances Tcha-Tcha. Et vous êtes la fille, la 7e fille de Monsieur Compaoré Bila et de Madame Nan. Alors, il faut que je prononce très bien, hein, Limwaya Nankalga. Alors, votre père, vous l'appelez Shaolin. Pourquoi? On l'appelle Shaolin parce que il en imposait Oui. par sa personnalité Ouais. et par sa façon d'être et aussi par le respect qu'il inspirait autour de lui. Et je dirais aussi le respect que nous avions vis-à-vis de lui en tant que ses enfants. Oui. Parce que bon, c'est un père qui ne levait jamais la main sur un enfant, mais dont le regard seul suffisait à mettre tout le monde au pas. À mettre tout le monde au pape. Voilà. Et ce Shaolin-là, il avait 47 enfants. Oui. Vous êtes la 7e. On va applaudir pour Shaolin quand même. Alors, finalement, nous autres de la nouvelle génération, on se demande, avec 2 enfants, on a autant de problèmes. Ceux qui avaient 47, qui étaient paysans, ils ont géré comme ils pouvaient. Et vous, vous avez la chance quand même d'aller à l'école parce que ce n'est pas tous les enfants de votre âge qui avaient cette chance-là en 1967. Vous allez à l'école primaire de Gilungu, c'est les écoles de 3 classes, 4 classes maximum. Non, c'était déjà 6 classes. 6 classes. Parce que notre école a été créée en 1937. 37. Voilà. Et donc, c'est parmi les premières écoles. Il y avait 6 classes. 6 classes. Alors, et si on vous disait, est-ce que vous avez le souvenir de cette enfance-là à Gilungu? Gilungu ressemblait à quoi à l'époque? Gilungu, à l'image de bien de villages de l'époque, c'était un village sympathique où il faisait bon vivre. Gilungu n'est pas à 3 km seulement des Ignaré, mais on baignait vraiment dans le milieu rural avec tout le mode de vie qui va avec. Et c'est une enfance heureuse. Et parce que la vie se limitait à quoi? S'il y a à manger, si on est en bonne santé, Ouais. on est dans la nature, Ouais. et puis bon, on s'amuse, c'est tout. Il n'y a pas de... Et pour vous, en plus de ça, le bonus, c'est qu'on vous envoie à l'école. Et vous allez honorer ce geste des parents, puisque vous serez une brillante élève jusqu'à ce qu'on obtienne le CEP. Vous allez à l'école des jeunes filles de Lumbila. Après l'école des jeunes filles de Lumbila, vous allez au lycée Nelson Mandela. Vous décrochez un bac D et vous faites option Histoire, Jo. Qu'est-ce qui vous conduit à faire cette option déjà? D'abord, je voudrais saluer la présence de mes promotionnaires de Lumbila Oui. dans la salle. On va les applaudir. Et effectivement, je suis arrivée donc du collège des jeunes filles de Lumbila au lycée national des jeunes filles de Ouaga. Donc, j'ai eu un cursus seulement avec des filles jusqu'au bac. Et quand j'ai eu le bac D,
j'ai été orientée en géographie. J'avais demandé à aller en médecine, mais j'ai été orientée en géographie. Et puis bon, je me suis contentée de cela. De cela. Voilà. Et les choses vont bien se passer puisque vous allez jusqu'à obtenir la maîtrise. Et pour une fille de paysan, en ce moment, on se demande, mais il est temps d'aller chercher du boulot pour gagner de l'argent. Et vous vous dites, je ne vais pas m'arrêter là, vous voulez encore élever le niveau. Il faut dire que déjà à l'époque, le problème de l'emploi au niveau des jeunes commençait à se poser. Puisque avant, ceux qui passaient à l'université, quand ils sortaient, bon, les opportunités étaient beaucoup plus faciles à trouver. Mais déjà, notre génération est comme la génération qui arrive toujours en dernier et puis la porte se referme derrière. Mais nous avons vraiment... Moi, j'ai eu cette chance-là que quand j'ai fini les études, j'ai eu un petit boulot à l'INERA comme assistante de recherche et ouvrier de recherche, je dirais, parce que j'étais payée 410 francs l'heure. Par jour. Oui. Mais c'était vraiment une première opportunité pour pouvoir avoir la base afin de pouvoir faire les demandes de bourse, puisqu'on exigeait qu'on ait une expérience professionnelle. Oui. Et donc, moi, en faisant donc la géographie, j'ai eu le diplôme. J'ai fait géographie rurale. Et la géographie rurale, on m'a envoyé donc... J'avais des aptitudes en cartographie. Oui. Donc, je me promenais dans les localités comme Donsin, Tiougou, pour faire des levées topographiques, mais avec des cartes aériennes pour dessiner la carte d'occupation du terroir, les champs, oui. dans les villages. Mais ce qui m'a poussé à vouloir aller plus loin, c'est deux choses. Puisqu'en allant en brousse, j'étais seule avec un de la localité qui m'indiquait les noms des propriétaires des champs pour que je puisse dessiner. Et il y avait les moucherons qui voltigeaient et puis qui voulaient chaque fois rentrer dans les... Et ça me faisait vraiment, ça me gênait. Oui. Et je me suis dit, mais attends, tu as étudié, c'est pas pour venir te promener seul dans la brousse comme avec ça. Avec les moucherons. Voilà. Ouais. Et donc, je me suis dit, bon, moi, ce que je veux, c'est le contact avec les humains pour parler, mais pas pour être seul dans la brousse comme ça, pour faire les cartes. Ouais. C'est un noble métier, faire de la cartographie, mais ce n'est pas ce que je voulais faire. Ouais. Et aussi, je me suis dit, bon, étant donné que le marché de l'emploi commençait à devenir un peu serré. C'était mieux d'aller jusqu'au bout, avoir le doctorat une bonne fois. Avoir plus de chances. Pour se positionner là où la concurrence n'est pas encore très serrée. Puisque je me disais qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui commencent à avoir la maîtrise. Mieux vaut se positionner au niveau du doctorat. Là, tu as plus de choix que si tu es au niveau où la compétition Et c'est ce que vous allez faire parce que vous obtenez la bourse et vous allez au Canada. Oui. Là-bas, vous allez obtenir votre doctorat et revenir au pays. Oui. Alors, normalement, quand on revient aussi, l'enseignement fait partie d'une option. Mais vous vous dites, vous avez un mauvais souvenir de l'enseignement parce qu'une de vos copines avait insulté votre professeur de classe qui avait pleuré toutes les larmes de son corps. Et ça vous a peiné. Vous vous êtes dit, je ne veux pas aller enseigner pour être insulté par les jeunes d'aujourd'hui. Effectivement, en classe de première, il y a une des camarades de classe qui a eu une prise de bec avec la prof de français et elle lui a parlé mal. Et elle s'est mise à pleurer devant nous. Et quand j'ai vu ça, ça m'a fait vraiment mal, mais je me suis dit, de toute façon, moi je suis là, si je m'amuse à aller à l'enseignement, ça là, un jour, on risque de me faire pleurer aussi. Ouais. Donc, je ne veux pas aller à l'enseignement. Ouais. Et j'ai plutôt opté pour d'autres... D'accord. Je pensais m'être éloignée de l'enseignement. Et pourtant, ça va vous rattraper. C'est ça. Parce que, parallèlement, vous avez un bon contrat, juteux quand même, avec les Danois. Bon, on va dire à l'époque, c'est plutôt honorable comme contrat. Oui, effectivement, j'avais des contrats avec les Canadiens. Avec les Canadiens. Voilà, j'avais un contrat. Dès que je suis revenue des études en 2000, j'ai eu un contrat de consultante permanente en genre avec l'ambassade du Canada. Oui.
Et je suis allée à une conférence organisée par les femmes. Je devais faire une formation sur le leadership féminin et la négociation et la gestion des conflits. Ouais. Et à cette conférence, j'ai rencontré le professeur Serge Théophile Balima. Qui était en charge du département communication de l'Université de Ouagadougou. Voilà. Et si vous tapez à l'œil de cet éminent professeur qui vous propose de venir donner des cours à l'Université de Ouagadougou. Il m'a dit, toi, j'ai besoin de toi à l'université. Ouais. Et vous étiez réticente. Bien sûr, puisque bon, je me disais déjà, j'ai des enfants, maintenant là, ils sont... Ça parle mal. Voilà, donc je ne veux pas me retrouver à l'université, un enfant va me parler mal, et puis bon, ça va mal se passer. Donc j'ai dit non. Donc il m'a rassuré en me disant non, mais écoute, à l'université, tu as seulement 6 heures de cours dans la semaine au maximum. Et après, tu as tout ton temps pour faire les autres activités dont tu as besoin. Vous finissez par accepter. Comme ça, vous vous retrouvez en train de donner des cours à l'Université de Ouagadougou. Et parallèlement, vous négociez aussi avec vos employés de l'autre côté pour pouvoir jongler. Donc, du coup, vous commencez à avoir un calendrier trop chargé. Oui, bon, j'ai dû combiner 2 emplois. Parce que quand lui, il m'a appelé, j'ai été recrutée comme enseignante stagiaire. Et comme enseignante stagiaire, je devais faire un essai. Donc, la même année, l'ambassade des Pays-Bas voulait recruter une conseillère genre. Et moi, je me suis présentée à ce poste également en me disant, au cas où ça ne marche pas à l'université, que j'ai un autre emploi. Là-bas aussi, on me donne 1 mois, 1 an d'essai. Donc, j'ai fait les 2 emplois à l'essai. Et puis, les 2 essais sont concluants. Donc, mais maintenant, à l'université, on me payait avec niveau doctorat 85 000 francs. D'accord, écoutez bien les jeunes. D'accord. Voilà, on me payait 85 000 francs et à l'ambassade, on me payait en tout cas beaucoup plus. Beaucoup plus, c'est combien ça? Vous voulez savoir, non, les gars? Non, je peux dire, on me payait à l'ambassade 560 000 francs. D'accord. Voilà, donc, et à l'université, 85 000 francs. Je me suis dit, bon, je vais bien aller pour... Donc, bon, j'ai exposé le problème au professeur Balima et également à l'ambassade en disant que, bon, moi, je veux bien pouvoir garder le contact avec le milieu universitaire pour suivre l'évolution des idées parce que dans mon domaine, les idées évoluent vite. Donc, ils ont concédé que je puisse travailler à 80% de mon temps pour pouvoir donc dispenser les cours à l'université. Et c'est ce que j'ai Alors, mais vous aussi, vous êtes quand même une femme caractérielle parce que vous avez travaillé pour le programme de lutte contre le paludisme. Et là-bas, on vous a renvoyé parce que vous avez mal parlé aussi à quelqu'un. Non, ça c'est mon premier emploi quand j'ai soutenu. J'ai eu comme premier boulot être attaché de recherche au Centre national de lutte contre le paludisme. Et la dame qui était là, c'est son mari qui était le responsable donc, du centre. Et elle m'a donné les outils et j'ai trouvé que les outils n'étaient pas adaptés pour faire les enquêtes. On devait faire une enquête sur l'impact de la dévaluation sur les prix les antipaludéens sur le marché. Et donc, moi, j'ai dit non, je ne suis pas d'accord pour aller poser des questions que les gens ne comprennent pas et que moi-même, je n'arrive pas à leur expliquer. Je veux qu'on modifie les questions. Elle n'a pas voulu. Puis bon, j'ai réagi, quoi. Et j'ai été licenciée. Bon, ça vous apprendra de mal parler aux femmes du boss. Alors, ça vous a coûté votre poste, mais l'histoire est belle quand même, parce que ça ne vous empêche pas d'occuper et d'avoir du temps assez chargé que vous mettez à votre profit. Mais racontons donc ce qui vous arrive en 2011. Vous recevez quelqu'un qui vient vous dire, Madame Sangaré, on veut vous proposer à un poste ministériel. Et là, vous ne laissez même pas la personne développer. Vous lui dites, si c'est pour ça que vous êtes venu me voir, alors mettons fin à la discussion parce que c'est niette. Jamais je ne veux occuper un poste politique. Alors, racontez-nous l'histoire. Voilà. Comment je suis devenue ministre?
J'ai travaillé à l'époque, en 2009, j'ai quitté l'ambassade des Pays-Bas et j'étais maintenant à l'ambassade au National Democratic Institute comme senior program manager. Et un jour, j'étais assise en train de manger mon riz sur le tas, vers 15 heures comme ça. Et il y a Mathias Tanquano, qui est actuellement le CSC, qui arrive et puis qui me dit qu'on l'a envoyé pour me consulter. C'est pendant les mutineries qu'on l'a envoyé pour me consulter pour un poste de ministre. Bon, moi, j'occupe un emploi international. Je suis vraiment, je vais dire, sur le plan salarial, je suis à l'aise. Ça va, Et je lui ai dit, bon, d'aller dire à celui qui l'a envoyé que ça ne m'intéresse pas. Et il a voulu insister. J'ai dit non, je gagne bien ma vie, je n'ai pas d'emmerde. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais aller me mettre dans des choses comme ça, quoi. Donc, et il est reparti. Il est reparti et puis un jour, vous recevez un coup de fil. Et qui est au bout du fil? La personne me dit que il s'appelle Luc Adolphe Thiao. Je lui demande quel Luc Adolphe Thiao. D'accord. Alors? Et il me dit que c'est le Premier ministre. J'ai dit, comment il a eu mon numéro? Il dit que bon, quand même, il est il vient d'être nommé Premier ministre, donc il peut avoir le numéro de qui il veut au niveau du pays. J'ai dit, comment lui, il a eu mon numéro? Il dit, bon, que c'est quelqu'un qui lui a donné. J'ai dit, bon, si c'est pourquoi ils ont déjà envoyé, c'est pas la peine. C'est pas la peine parce que j'ai déjà donné ma réponse. Et il me dit, bon, quand même, il a pris le soin de m'appeler, si je peux venir et puis l'écouter. Sinon, ils ont pris en compte ce que j'ai dit. Et moi, j'ai consulté mes collègues. Et quand Mathias était venu, j'avais également parlé à mon grand frère et puis à mon mari. Et tous ont dit, non, il ne faut pas te mêler de cette affaire-là. Tu vois, ça tire partout. On ne sait pas comment ça va se passer. Alors, donc, moi, j'ai dit, quand j'ai consulté les collègues, on avait un chauffeur qui est un ancien policier, Mba François, paix à son âme, qui m'a dit, écoute, tu vas quand même, tu l'écoutes et puis tu reviens. Donc, il m'a embarqué. On est arrivé à la présidence et le Premier ministre m'a reçu et il a posé donc le problème. J'ai dit, bon, je voulais pas vous manquer du respect, c'est pourquoi je me suis déplacée, mais c'est non. Vous venez dire officiellement mon nom? Oui. D'accord. Quand je lui ai dit ça, il dit, bon, ils ont cherché partout et ils cherchent des ministres techniciens. Et pour le poste de ministre de la promotion de la femme, tout le monde a dit que c'est moi, la meilleure personne en ce moment. Et j'ai dit, bon, moi je peux lui proposer des noms d'autres femmes. Parce que moi, j'occupe actuellement un poste international. J'ai déjà parlé de la proposition à mes parents et puis à mon conjoint. Et tout le monde a dit que ce n'est pas une bonne affaire. Mais quand même, je vais proposer parce qu'il y a certainement d'autres femmes qui sont intéressées. Il m'a dit qu'ils ont déjà fait tout le tour et que c'est moi. Tout le monde a dit de faire tout pour que ce soit moi. Et quand il m'a dit ça, moi, je lui ai dit, bon, je suis trop direct. Moi, je ne suis pas diplomate. Je dis ce que je pense. Il dit, voilà, c'est de ça même on a besoin. Et bon, maintenant, j'ai dit, bon, je ne vais pas vraiment insister. J'ai dit, c'est non, c'est non. C'est non. Et moi, je ne suis pas intéressée. Donc, il m'a dit, voilà, ta patrie est en danger. On t'appelle pour servir la nation. Et tu refuses. Quand est-ce que tu veux servir ta patrie? Et ça vous a touché? Ça m'a touché. Ça m'a touché parce que je me suis dit, bon, effectivement, il y a des problèmes. Et si dans mon domaine, je peux être utile, mais quand même, ça tire dehors. Donc, je lui ai dit, bon, il me dit, il va me donner quand même jusqu'au soir 1 heure pour pour réfléchir. On était vers 16 heures. Il m'a dit, il me donne 1 heure pour réfléchir et de le rappeler avant 17 heures.
Donc moi, je me suis donc levée, puis je suis partie. J'ai appelé donc mon grand frère, je lui ai dit, j'ai appelé mon mari, je lui ai dit, et tout le monde a dit, c'est pas le bon moment. Il se peut qu'un jour, tu puisses être utile, mais c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Donc, comme ils ont dit ça et que ça va vraiment avec ma conviction aussi, donc je lui ai dit simplement que, moi j'ai attendu 18 heures pour l'appeler, 1 heure après, c'est l'heure qu'il m'a donnée, pour l'appeler, et quand je l'appelle, je dis, allô, c'était pour dire que finalement, je ne peux pas accepter. Il me dit, c'est trop tard, que le décret est déjà signé. Voilà. Le décret est déjà signé, c'est acté. Vous êtes ministre de la promotion de la femme. Voilà, c'est comme ça que je suis devenue. C'est comme ça que vous êtes devenu ministre. Mais vous n'avez pas encore pris vos habitudes, les premières photos officielles, ainsi de suite. C'est compliqué quand même pour vous. Et non, puis... en fait, c'est comme tu es arrêté au bord de l'eau. Et puis tu glisses, tu tombes dedans. Ouais, tu ne sais pas nager. Tu vas patauger même pour pouvoir te rattraper. Parce que hier, tu es assis tranquille chez toi et aujourd'hui, on te dit tu es ministre. Tu fais quoi? Qu'est-ce que ça dit être ministre d'abord? Comment on s'habille? Comment on parle? Toutes ces questions-là, je n'ai pas eu, j'ai l'habitude de planifier tout ce que je vais faire, de projeter les choses et de me préparer. Mais là, je ne suis pas du tout préparée. Et on me dit, tu es ministre. Et, pour moi, c'est comme un rêve. Et c'est tellement difficile parce que dès le lendemain, je voulais aller à Rodwoko. Au marché. Au marché. Pour m'acheter quelque chose, pour coudre les habits, comme on s'habille les ministres. Donc, quand je vais au marché, on me dit non, que je n'ai pas le droit de venir comme ça. Pour des questions de sécurité. Je dis, quelle sécurité? Moi, je ne voyais pas de risque quelconque à ce que je rentre. On me dit non, que maintenant, comme je suis ministre, déjà j'ai un garde du corps, j'ai un protocole qui me disent ici vous pouvez aller, ici vous ne pouvez pas aller. Bon, je suis complètement perdu. Et la vie commence à changer. Mais quand même, vous allez rester à ce poste pendant 3 ans et demi. Effectivement. Jusqu'à ce qu'il y ait cette fameuse insurrection. C'est ça. Le président d'alors part sur la Côte d'Ivoire, il va s'exiler. Tout le gouvernement est bien entendu débarqué. Dans les coulisses, quand j'ai dit le mot débarquer, vous avez dit, oh, le mot n'est pas trop joli. Mais, ouais, disons-le, c'est comme ça que ce gouvernement va partir, dont vous aussi. Et il y a même un procès qui vous est collé. Alors, comment on vit ça, sincèrement, mal. Au fond de vous? On vit mal. On vit mal parce qu'on part pour servir la nation et on se retrouve poursuivi par l'État. Et on n'a personne, en fait, pour te défendre. Tu cherches ton avocat. Et c'est ce que j'ai fait. Et on le vit très mal. Pourquoi? Parce que il fut un temps, on était comme les ennemis. Bon, tous ceux qui disaient, c'est le peuple qui parlait, et c'est nous qui sommes les ennemis du peuple. Et on ne cherche pas... Non, tout le monde est considéré comme des ennemis du peuple, insultés, accusés de toutes sortes de choses. Il n'y a pas que l'objet de l'inculpation. Mais j'ai entendu tellement de choses. Sur moi même, quelqu'un a dit qu'on m'a arrêté à l'aéroport avec 42 millions. Millions de francs. J'étais en train de fuir et qu'on m'aurait arrêté à l'aéroport. Alors que moi, je n'ai même pas quitté ma maison le jour de l'insurrection, ni après. Donc, je n'ai pas compris. Bon, j'ai dû quitter après parce qu'on m'a dit, bon, il y a des gens qui me cherchent ma maison pour venir brûler. Mais je n'ai rien compris. Et donc, j'ai dû faire une clandestinité à Ouaga pendant 21 jours. Caché chez quelqu'un parce qu'on dit, non, c'est dangereux, on vous cherche pour vous tuer. Oui. Donc, et ça, ce n'était que le début. Le début des représailles. Des représailles. Voilà. Alors, il y a quand même le fait que, malgré tout, en 2015, vous allez
encore obtenu un poste juteux, géré par les Américains. Ouais. Donc, c'est un poste au plan africain. Vous allez même compétir, sinon poser votre candidature à Nairobi. Et la chance encore vous sourit. Le destin est tout simplement merveilleux et c'est vous qui êtes retenu, pays Afrique. Mais il va se passer que 4 mois après, on commence à contester votre poste avec la complicité des mains obscures qui disent que vous êtes tout simplement de l'ancien régime et que ce poste-là ne doit pas vous revenir de droit. Vous allez gérer cette situation jusqu'à ce que vous soyez licencié. C'est encore un deuxième coup dur pour vous. Mais comme on vous sait, femme battante, vous n'allez pas laisser les choses en l'état. Vous vous sentez brimé injustement et vous allez, avec l'aide de vos conseils juridiques, poser une plainte pour licenciement abusif et vous allez gagner le procès. Vous gagnez un procès et en face, ils vont faire appel. Et cet appel dure depuis 2 ans. 2 ans. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas encore tranché. C'est tranché. C'est tranché. Et vous avez gagné encore définitivement? J'ai gagné définitivement. D'accord, on va vous applaudir. Oui, on raconte tout ce parcours pour dire que nous avons quand même en face de nous quelqu'un qui a de l'étoffe, quelqu'un qui a un parcours, et c'est une femme. C'est vrai que ça ne court pas les rues, et on a voulu avoir cet échange-là ici pour que les jeunes filles, les jeunes étudiants en prennent la graine. Je vous rappelle que nous sommes en face des étudiants de l'ISPP, et il y a un certain nombre de jeunes que vous avez formés aussi, qui ont bien voulu venir à cette invitation. On nous a dit, si vous annoncez l'émission de Nestorine, ben, la salle sera bourrée. Et c'est pour cela qu'on a pris le soin de l'annoncer juste la veille. Voilà, pour qu'on puisse gérer le monde qui vient ici. Nestorine encore, merci d'être venu à ce café. C'est moi qui On vous va remercie. commencer cet échange avec M. Salif Akerman. Et le premier point qu'on a voulu aborder, c'est quand même la musique. C'est paradoxal pour beaucoup de jeunes qui ne vous connaissent pas. Parce qu'à un moment donné, dans le feu de l'action, on dit Nestorine Sangaré sort un album. Et j'ai été des premières personnes curieuses de savoir, mais à quoi ça ressemble tout ça? Est-ce que les difficultés ont fini par vous transformer en chantre pour exhumer tout simplement la douleur intérieure? Est-ce une sorte de thérapie? Mais on m'a dit que vous aviez le chant et la mélodie depuis le temps où vous étiez encore jeune fille. Vous avez toujours pris l'habitude d'aller à l'église, louer le Seigneur et chanter. Mais à quoi votre voix peut ressembler? Bon, peut-être que tout de suite, on va satisfaire notre curiosité. Mais Salif Akerman a voulu bien poser une question sur tout ce qui est musique. Salif Akerman. Merci beaucoup. J'avoue que j'ai suivi la présentation de notre invitée la bouche ouverte parce que c'est d'abord une femme, elle a un parcours, elle a une personnalité, parce que derrière le parcours, on a vu sa personnalité, c'est quelqu'un qui est intransigeante, on va dire ça comme ça. La retrouver dans la musique, naturellement, ça fait un peu bizarre. Choisir d'être chantre, c'est un engagement. La question qu'on a envie de se poser, c'est depuis quand date cet engagement, on va dire religieux. Ce style de musique quand même demande un certain niveau de culture religieuse assez élevé, ce qui n'est pas toujours évident. Être chantre pour louer le Seigneur certainement, mais qu'est-ce qui vous amène dedans? Pourquoi cet album ne sort pas avant, mais sort après une dure épreuve qu'on appelle l'insurrection? Parce qu'en même temps, c'est difficile de ne pas mettre un rapport entre les deux. Ok. Merci pour cette question. Je suis très contente d'avoir mes promos ici parce que nous avons fait la 6e jusqu'en 3e ensemble au collège des jeunes filles de Lumbila. Et qui dit Lumbila dit chant. À Lumbila, on chante beaucoup. Je suis allée à Lumbila en étant animiste. Je suis devenue protestante au collège des jeunes filles de Lumbila en 81.
Et la passion pour la chanson, c'est déjà toute petite, mais c'est grâce au passage à Lumbila que j'ai pu donc améliorer la façon de chanter, d'acquérir en tout cas des notions. Et j'ai toujours chanté. Chanter quand on était au collège, mais chanter également quand j'ai quitté le collège. J'ai fait partie d'un premier groupe musical, les Chantres de l'Éternel. On a produit un album. Ensuite, je faisais partie de la chorale de l'église centrale de Ouagadougou et Kado. Comme soliste, je faisais des prestations également les dimanches. Et en tant que choriste, donc, avec une voix reconnue, j'avais le choix quand j'ai eu le bac, même quand j'ai quitté Lumbila, j'avais le choix de poursuivre une carrière de chanteuse. J'étais invitée par-ci, par-là pour des prestations. Mais à l'époque, mon grand frère m'a conseillé qu'on ne peut pas vivre de la musique. Ouais. Ah ouais? D'accord. Il m'a dit que c'était mieux de poursuivre les études. Et puis après, donc, je pourrais continuer ça, mais je ne peux pas en faire un Comme métier. une passion. Voilà. Et donc, j'ai toujours chanté, même quand j'étais au Canada, je chantais jusqu'au retour. En tant que ministre, donc, j'avais commencé en janvier 2011 l'enregistrement de mon album avec Prince Edouard Ouedraogo. Et j'avais déjà posé 2 titres. Et quand j'ai été nommée, moi j'ai demandé donc à un plus ancien, le porte-parole, c'est le secrétaire général du gouvernement, je lui ai demandé est-ce que je peux chanter parce que j'avais commencé un album. Il m'a dit non, qu'un ministre ne chante pas. Donc bon, moi j'ai mis ce projet au frigo. Ça ne m'empêche pas, quand je vais le dimanche à l'église, de continuer de chanter. La chanson occupe une très grande place dans ma vie. Et chanter pour le Seigneur, ça n'a rien à voir avec le rôle, le titre, la fonction qu'on a. Et donc pour moi, il n'y avait même pas c'était pas, il n'y avait pas d'opposition entre le fait d'être ministre. Puisque je me suis renseignée, Youssou N'Dour était ministre et il chantait. Et Gilles, il y a Gilles quelque chose du Brésil qui était aussi un artiste musicien. Thomas Sankara ici, il faisait la guitare et tout le monde savait que le président aimait la musique. Il y a plein de gens comme ça qui ont occupé des postes de responsabilité tout en aimant la musique et en n'attendant pas l'occasion. Et après l'insurrection, comme vous n'êtes plus ministre, vous vous dites ben, c'est un boulevard maintenant pour sortir cet album. L'album, j'avais le temps. C'est après l'insurrection, donc j'ai remis à plus tard, chaque fois à plus tard, parce que bon, je ne me sentais pas bien, bien sûr. J'étais poursuivie, inculpée, et donc c'était pas le cœur à la joie. Donc, mais en 2017, je me suis dit, bon, c'est le moment ou jamais de le faire, parce que l'âge avançant aussi, les cordes vocales commence à fatiguer. Peuvent se dégrader. Donc, je n'avais pas intérêt à attendre d'être très vieille. Même si Césaria Evora a fait une carrière après 50 ans. De façon continue. Voilà. Donc, mais je me suis dit c'était le moment de le faire. De le faire. Alors, est-ce que quand même, est-ce que dans cet album, il n'y a pas ça ne traduit pas aussi une complainte? Est-ce qu'on ne peut pas faire de lien avec ce que vous vivez aussi directement? Chanter, on peut chanter en priant, on peut chanter. Il y a des chants de réjouissance, il y a des chants de repentance, des chants de complainte. De complainte. Voilà. Et moi, dans ce que j'ai composé, bon, c'est vrai qu'il y a des chansons, j'ai composé des trucs qui sont très joyeux, mais aussi il y avait des trucs qui étaient vraiment... La véritable question, c'est est-ce que cet album a été un exutoire par rapport à la situation? Est-ce que ça vous a un temps soit peu soulagé spirituellement? Spirituellement, c'était une bonne chose parce que j'ai accompli un vœu. Mais personnellement, l'album m'a permis de reprendre la parole. D'accord. OK. Dans un terrain où on ne m'attendait pas. Et de pouvoir prendre la parole, de m'exprimer, et puis surtout de traduire ce que les gens pensent savoir de moi,
Ils ne savent pas qui je suis. Ils me jugent, ils me disent plein de choses sur moi. Ils ne savent pas qui je suis. Oui. Et je ne dois pas me laisser enfermer dans cette position, ce titre de ministre qui est même passé. Oui. La vie continue et puis moi, je dois me débarrasser de ce titre-là et puis avancer. Donc, c'était une façon vraiment de fermer un chapitre et d'ouvrir un autre. Salif Ackerman. Voilà. Ça me permet de rebondir sur la perception que les gens ont de la musique religieuse. Oui. Voilà, quand on fait du reggae, quand on fait du coupé décalé, on aborde un certain nombre de thèmes, c'est joyeux. Mais quand on parle de musique religieuse, j'ai envie de dire que les gens se mettent un peu en retrait. Quelle est votre perception de cette situation-là, surtout ici au Burkina Faso? Quand on prend les chants, le pays c'est beaucoup plus développé, les chants ont beaucoup plus de, on va dire quoi, Ils ne se donnent pas de limites. ouais, ils se donnent pas de limite. Ouais. Ici, Et puis ici, bon, la musique confinée à des mélodies plutôt religieuses. la musique dite religieuse. Ouais. C'est vrai qu'il fut un temps où c'était le cas. Ouais. Mais la nouvelle génération a complètement changé la Ouais. donne. Parce que là, on trouve de plus en plus des chanteurs chrétiens qui produisent de la bonne musique, qui peuvent faire danser, avec des chansons à contenu. Et puis vraiment de la chanson qui peut être éléniquement, avec des choses qui sont Qui très... parle à tout le monde, Voilà. beaucoup plus ouverte. Voilà. C'est vrai. Alors, abordons donc les questions liées aux droits des femmes. Vous avez été ministre de la promotion de la femme. Si on vous disait, après cette période de tâtonnement, on ne sait pas dans quel univers on a été catapulté, après vous finissez par comprendre les enjeux, les vraies questions de votre département ministériel. Selon vous, pendant ces 3 ans et demi, quels étaient les vrais combats que vous avez voulu mener et ce que vous avez réussi à faire? Ok. Je suis rentrée au ministère comme experte en genre. D'accord. Je ne suis pas allée là-bas pour savoir qu'est-ce que je dois faire, même si là, je devais porter l'agenda gouvernemental. J'ai été conseillère genre pour l'ambassade des Pays-Bas au NDS. Je conseillais le Parlement quand j'ai été nommée comme ministre. Donc, je suis arrivée comme experte en genre. Et quand je suis arrivée au gouvernement, j'avais ma vision de où il y a des problèmes et où on peut faire des choses. Oui. Et les principaux dossiers qui m'ont vraiment, qui ont retenu mon attention, premièrement, c'est la question de la participation politique des femmes. Oui. La représentation des femmes dans les instances de décision, que ce soit au niveau électif ou au niveau nominatif. Et donc, on a vraiment travaillé à faire le point sur l'accès des femmes aux postes nominatifs, parce qu'on avait déjà une loi sur l'accès des femmes aux postes électifs. D'accord. Cette loi avait été votée déjà en 2009. Donc, il y avait l'application de la loi maintenant qui était un enjeu important. Deuxième chose, c'est l'accès des femmes au crédit. D'accord. Pendant longtemps, les femmes, à chaque occasion, ont fait des plaidoyers pour pouvoir avoir accès à des sources de financement. Et nous avons organisé le 8 mars 2013 et 2014 sur ce thème de l'accès des femmes au financement, avec en appoint une étude sur les différentes sources de financement et puis une autre étude sur les domaines d'activité. Donc, ça, ce sont les 2 points. J'ajoute aussi la question des violences. La question des violences, parce que de plus en plus, les violences domestiques conduisent à des fémicides, des homicides involontaires. Oui. Hein, bon, en tout cas, la plupart du temps, c'est les femmes qui sont soit blessées, soit tuées. Et on est dans une situation où le contexte social, l'urbanisation, le contexte social isole les gens. Et ça devient une question de vie de couple, mais le couple réduit à monsieur et madame. Oui. Et quand il y a des conflits, il n'y a personne pour intervenir. Et ça se termine souvent très mal. Donc, nous avions l'idée de créer un refuge, pas un seul refuge. D'abord, nous avons créé une brigade au sein du ministère de gendarmerie
pour que les femmes qui ont des problèmes de violence conjugale, Oui. qu'elles n'aient pas... Le parcours de la victime était trop long. D'accord. D'abord, elle commence à aller voir ses parents. Ensuite, elle va le chef de village. Ensuite, elle va voir les associations. Avant d'arriver au ministère et d'aller en justice. Elle a le temps de mourir. Elle a le temps de mourir. Donc, il fallait trouver un moyen pour raccourcir le parcours de la victime en cas de violence. Mais surtout, quand dans la nuit, une femme est victime de violence et qu'elle risque de mourir, il n'y a pas de refuge. Si elle n'a pas un parent à côté, où elle court pour aller. Donc, nous avons créé un premier refuge à Bascui et nous avons eu un numéro d'appel gratuit avec Airtel en son temps. Et le numéro est toujours fonctionnel. C'est devenu Orange aujourd'hui. C'est devenu Orange. C'est un sponsor de l'émission. L'idée vraiment était d'étendre cette expérience-là et de créer au niveau national des refuges pour victimes de violences. Alors, madame, de façon concrète, Lorraine est une femme qui subit, qui est donc pas bien dans sa peau. Ça se passe dans la nuit. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle ce numéro vert. Oui. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Les gendarmes se déplacent. Pour venir à domicile. Voilà. Et quand on vient trouver un colosse, un gros gaillard, on fait comment? Comme c'est des gendarmes qui viennent, ils ont tous les moyens nécessaires pour intervenir. On décrit d'abord la situation. Secourir la victime. De secourir la victime. Et ils la mettent en sécurité dans ce refuge pendant une semaine maximum ou plus, le temps qu'on retrouve ses parents, le temps qu'on fasse de l'intermédiation au niveau familial, afin que si le problème est résolu, elle puisse réintégrer son foyer. Si ça ne va pas, qu'elle puisse aller en famille et que la médiation familiale se fasse maintenant afin de résoudre le problème qui peut se poser. La difficulté aussi, c'est que en Afrique, dans notre contexte, il y a que les parents ont souvent leur mot à dire, sinon la parole des parents peut primer sur celle de la victime elle-même. Est-ce que vous n'avez pas rencontré des difficultés? Nous rencontrons. Le problème peut être peut-être culturel. Parce que même si elle appelle le numéro vert et qu'on vient arrêter son conjoint, il se trouve que souvent la femme, même le lendemain, va dire de libérer son mari. Ok, là c'était une innovation qu'on était en train de faire. On n'était pas dans la répression. On était dans la conciliation. Parce que aller arrêter l'homme, ça veut dire que la femme ne va plus réintégrer. Et puis certains hommes, parfois, sous l'effet de la colère, ils posent des actes qu'ils regrettent après. Plus tard. Il y a toute une éducation à la gestion vraiment des conflits conjugaux à faire. Ce n'est pas expressement que certains frappent. Donc, il faut donc arriver à les éduquer pour leur inculquer la retenue et puis excusez-moi. Allez-y, madame. Et puis les amener vraiment à dialoguer, à communiquer. Donc, quand la gendarmerie arrête un homme ou bien vient recueillir une femme parce qu'elle risque d'être blessée ou même tuée. Donc, quand il vient l'arrêter, ça laisse le temps au monsieur de se calmer. L'expérience est menée au Ghana et au Malawi. Et nous étions en train de nous inspirer de cette expérience où la répression ne vient qu'en dernier ressort. Il ne faut pas aller attraper le mari, aller l'enfermer. Parce que culturellement, même si l'homme a tort, sa famille devient automatiquement solidaire de lui dès qu'il est emprisonné. Dès qu'il est en prison. En termes de statistiques, de résultats, est-ce que sur les 3 années, vous avez constaté une amélioration? Je vais dire que cette expérience venait de débuter en 2014. D'accord. Nous avons envoyé les gendarmes se former à Lyon en France, en Suisse et dans d'autres pays pour voir qu'est-ce qui se fait. Et ils avaient commencé donc cette expérience. Mais c'est une expérience qui me tient à cœur parce que la problématique de la violence conjugale, elle ne fait que prendre l'ampleur sous l'effet des psychotropes. L'alcool, la drogue, la crise économique. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles de plus en plus, les conjoints se retournent les uns contre les autres. Au lieu de chercher ensemble les solutions. Donc, il faut donc... c'est une expérience qui me tient à cœur. Alors, Salif Akerman, en même temps, nous embarquons pour ce débat sur la question des féministes et les droits de la femme.
C'est vrai que j'ai eu un échange en aparté avec vous sur un certain nombre de questions, surtout la vision occidentale sur les questions de la lutte des droits de la femme, qui est des fois en opposition avec vous, votre vision sur la lutte pour les droits des femmes en Afrique. Vous dites des fois que c'est un fourre-tout, c'est un panier dans lequel chacun y met un peu de tout. Ok, j'ai eu la chance de faire mon doctorat sur ces questions. Oui. J'ai fait la revue de littérature sur les théories femmes et développement et même les théories féministes. D'accord. Mais j'aimerais, avant que vous continuiez, que vous puissiez nous définir c'est quoi le féminisme pour que on puisse être sûr de parler de la même chose, parce que c'est un terme qui fait peur, qui est pas toujours bien perçu ou peut-être même pas bien compris. Et donc, ce serait bien qu'on commence par définir ce que c'est. Ensuite, on pourra voir à l'intérieur, est-ce qu'on va dans la bonne direction ou pas. Ok. Alors, déjà, le féminisme, c'est une idéologie. Et une idéologie, c'est une représentation ou une vision du monde qu'une personne se fait. Cette vision, elle peut porter sur des idéaux. On se représente dans la tête le monde idéal, il doit être comment. Et dans le féminisme, il y a plusieurs types de féminisme. Le féminisme, il est né dans les années 1946, quand les Européennes, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ont refusé de réintégrer leur foyer, puisque quand les hommes étaient sur le front pour la guerre, ce sont les femmes qui étaient ménagères avant, qui sont devenues des ouvrières et qui travaillaient dans les usines d'armement. C'est elles qui s'occupaient de l'administration. Et quand la guerre est finie, les hommes ont voulu que les femmes retournent à la maison. Ouais. Et les femmes ont dit non, on ne retourne pas à la maison. C'est la naissance du féminisme comme ça. Mais maintenant, il y a plusieurs types de féminisme. Il y a le féminisme marxiste, le féminisme socialiste. Et on pourrait distinguer à l'intérieur le féminisme radical, le féminisme essentialiste. Le féminisme radical est le féminisme porteur des droits les plus radicaux en matière de droits des femmes. Celle, par exemple, qui dénonce la reproduction, le rôle de la femme en tant que la maternité comme étant le premier facteur de subordination et d'oppression des femmes. Et qui conçoivent que pour libérer la femme, on est parti des théories marxistes, Bien sûr. où on dit pour libérer la femme de la subordination et de l'oppression des hommes, il faut la libérer de l'obligation de porter l'enfant. D'accord. Et donc, ils ont pensé qu'on pouvait faire même une gestation extra-utérine par des machines. Et dans cette tendance, on va trouver les lesbiennes qui renoncent carrément à l'identité féminine telle qu'elle est construite dans toutes les sociétés patriarcales. Est-ce que vous vous inscrivez dans cette idéologie? Non, pas du tout. Je ne me reconnais pas dans cette vision des droits des femmes. Il y a le féminisme essentialiste. Dans le féminisme essentialiste, il y a des femmes qui revendiquent le fait d'être femme. Je suis fière d'être femme, d'avoir les attributs de la femme. Oui. On dit la femme, elle est douce, la femme, elle est ci, la femme. Elles revendiquent le droit d'être femme. Elles ne veulent pas être des hommes. Oui. Elles aiment ce qu'elles sont, elles ne veulent pas ressembler aux hommes, elles ne veulent pas être comme les hommes. Oui. Mais maintenant, le féminisme libéral, qui est à la base de ce que nous vivons aujourd'hui, parce que c'est le courant qui est dominant actuellement. Ouais. Le féminisme libéral, il est d'essence capitaliste, où les femmes des pays libéraux, le libéralisme comme idéologie, Oui. a généré donc un féminisme libéral dans lequel les femmes aspirent à des droits, Oui. lesquels droits vont jusqu'à donc le droit de travailler, le droit
d'avoir donc son propre salaire, la participation à la prise de décision, une certaine forme de liberté reconnue aux hommes et qui n'était pas reconnue aux femmes. Donc, dans le féminisme libéral, on va par exemple retrouver le droit à l'avortement. C'est dans le féminisme libéral que ce droit-là est défendu. Mais maintenant, moi, je ne me reconnais pas dans cette forme de féminisme parce que d'abord, je suis chrétienne pratiquante et en tant que chrétienne pratiquante, je suis conservatrice sur certains droits. Certaines valeurs. Ma vision des droits des femmes est une vision qui se fonde plus sur la justice sociale. Je veux qu'aucune femme ou aucun homme ne souffre dans sa vie parce qu'il porte le mauvais sexe. Je veux la justice sociale. Nous sommes tous des humains. Nous éprouvons la même douleur. Nous avons les mêmes rêves. Nous avons les mêmes aspirations en tant qu'être humain quand nous naissons. Et il n'est pas normal qu'un être humain se retrouve en train de souffrir et d'être maltraité parce qu'il est femme ou parce qu'il est homme. Parce qu'on peut souffrir parce qu'on est homme. Et puis on peut imaginer un homme faible. Il n'est pas fort physiquement. Et puis il est marié avec une femme forte. Et on attend à ce qu'il s'impose. Il va se faire bastonner. Donc, il faut savoir choisir aussi, hein, les amis. Non, c'est vrai, parce que les yeux sont comme... il y en a qui ont les gros yeux. Donc, ils vont parfois aller prendre une femme qu'ils ne maîtrisent pas. Et il faut dire aussi que ce n'est pas une question aussi de force physique. Ce n'est pas une question de force physique, il y a la force mentale. Psychologiquement, il y a des femmes qui sont fortes. Beaucoup plus fortes que des hommes. Et qui peuvent être dominantes. Et dans une relation de couple, ce n'est pas les coups visibles seulement qui font mal. Je peux te dire quelque chose, tu vas passer la journée sans manger. Parce que tu saignes de l'intérieur. Alors, parlons encore du 8 mars, de tout ce côté folklorique, ces pagnes qui font débat tous les ans. D'abord, rappelez-nous le thème du 8 mars d'aujourd'hui, si ce n'est pas une colle pour vous. C'est une colle. Ah ouais? Oui, c'est une colle. J'ai assisté à une activité et ça portait essentiellement sur les stratégies de résilience en rapport avec la situation d'insécurité. Mais je ne me rappelle pas le thème exactement tel qu'il est formulé. Mais moi, j'ai retenu les stratégies de résilience que les femmes peuvent adopter face à cette situation d'insécurité. Alors, parlons donc du 8 mars. Et sincèrement, est-ce que cette célébration a tout son sens aujourd'hui ou elle doit être repensée? Le 8 mars a tout son sens. Le 8 mars a tout son sens parce que tant qu'il y aurait une seule femme dont les droits seront brimés parce qu'elle est femme, qui ferait l'objet de maltraitance parce qu'elle est femme, le 8 mars aura sa raison d'être. Maintenant, c'est la façon dont le 8 mars est célébré qui peut donner objet à réflexion pour l'améliorer. Dans notre pays, il y a encore trop de femmes qui souffrent. Avec l'insurrection, vous voyez, et l'insurrection a donné naissance. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent en silence du fait de l'insurrection. Parce qu'il y a eu une scission entre les insurgés et les non-insurgés. Il y a un problème de résilience. Mais maintenant, avec l'insécurité, tout le monde sait que la majorité de ceux qui se déplacent, ce sont des femmes et des enfants. Et des femmes sont victimes d'insécurité dans leur foyer. Quand le monsieur arrive, c'est comme si c'est un terroriste qui arrive dans la maison. Parce qu'il terrorise la maison. Le mot terroriser existait avant qu'on parle de terrorisme. Donc le terrorisme dans la sphère privée est tout autant du terrorisme que le terrorisme à l'extérieur, dans la sphère publique. Et donc, il y a tellement de femmes qui souffrent. Et si on doit donner la parole à chacun d'ici, chacun connaît un membre de sa famille qui souffre dans son mariage, dans sa vie conjugale. Et pour toutes ces raisons-là, le 8 mars mérite d'être encore célébré. Mais maintenant, cette année, on a retenu le thème de la résilience. La résilience, c'est cette capacité de survivre malgré
l'adversité, de trouver les moyens en soi pour faire face à l'adversité et de survivre, de s'aménager une vie, une qualité de vie. Parce que j'ai dit survivre, mais de vivre dans une certaine qualité malgré ce qui ne va pas. Et les femmes sont professionnelles dans ça. Oui. Nous sommes les spécialistes de la résilience. Alors, donc, le thème de stratégie de résilience, maintenant, dans le nouveau contexte du terrorisme, il faut apprendre les femmes à redoubler d'efforts, à être des hommes là où les hommes ne sont plus là, parce qu'ils ont été tués, parce qu'ils ont dû s'enfuir de peur d'être tués, parce qu'ils sont morts en tant que soldats, parce qu'ils sont morts pour X ou Y raison. Les femmes doivent continuer de tenir les foyers et de faire vivre les enfants, de leur donner l'éducation, qu'il y a de l'espoir, qu'il ne faut pas se décourager, qu'il ne faut pas qu'ils aillent rejoindre les groupes terroristes. Il faut que les femmes se tiennent debout pour tenir les foyers. Elles ont un rôle à jouer, un rôle central. Monsieur Salifa Keman, avant qu'on ne boucle ce volet. J'aimerais aussi ajouter, s'il vous plaît, commandant, lui poser une question. Quel regard vous portez sur la femme moderne burkinabé? Je veux dire, cette femme moderne qui se dit émancipée, qui réclame l'égalité des droits, et quand on dit 8 mars, la première des choses qu'elle voit, c'est le modèle de l'habit qu'elle va coudre. Combien de caseaux de bière elle doit payer pour son groupe d'amis qui va venir, combien de poulets payer. Et surtout que monsieur aille au marché faire le marché, venir faire la cuisine, même si... Faire le marché, là, c'est un homme qui avait décrété ça. Et il s'est proclamé la photo et mettre sur Facebook pour qu'on voit que son mari fait le marché pour elle, son mari prépare pour elle. Et d'où vient ce problème, en fait? Et comment le résoudre? Je ne veux pas vous couper. Vous mettez plusieurs choses dans le panier. Ok, mais dites-moi, quel est votre regard sur la femme moderne burkinabé et sa vision du 8 mars? On va aller par étapes. La femme moderne burkinabé, j'ai vraiment la peine à le dire. Il y a beaucoup de femmes qui n'auront rien compris de l'émancipation. Être une femme émancipée, ce n'est pas se comporter n'importe comment. C'est se faire respecter. C'est être autonome, indépendante. C'est pas être indépendante pour aller partout et faire ce qu'on veut, mais c'est s'assumer en tant qu'individu et ne pas attendre l'homme pourvoyeur pour venir trouver l'argent pour te permettre d'acheter de quoi t'habiller. Si tu as l'intelligence, si tu es en bonne santé, pourquoi s'asseoir, attendre qu'un homme vienne faire ça? Il y a aujourd'hui de plus en plus de femmes qui sont matérialistes. Elles pratiquent l'amour mercantile, qui consiste à aimer contre des cadeaux. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire, elles se disent émancipées, mais elles disent, mais tu m'as bien regardé. Elles vendent leur corps en pensant qu'elles sont émancipées. Être une femme émancipée, ce n'est pas aller se livrer. Calamity Jane, je le cite, elle dit qu'une femme qui ne sait pas se faire respecter n'est pas une vraie femme. Mais une femme qui va aller se pavaner, boire, se saouler, qu'est-ce qu'elle va donner comme éducation à ses enfants? Une femme qui ne veut pas travailler pour gagner sa vie et venir aider son mari. Parce que l'homme et la femme constituent une équipe. Il n'est pas question que la femme, dans le contexte actuel, un salaire normal ne suffit pas à faire vivre une famille. On a dit que la moyenne du nombre d'enfants, c'est 5. On tourne toujours vers les 6 enfants par femme. Dans un couple, s'il y a 6 enfants et que monsieur travaille, il est fonctionnaire moyen au Burkina, il gagne combien? Si madame ne travaille pas, ça ne suffirait pas pour payer le courant, payer l'eau, acheter les habits corrects pour les enfants, payer le loyer s'ils n'ont pas de maison et construire, économiser pour construire une maison éventuellement. Donc, il faut que les femmes travaillent. Il faut qu'elles travaillent au lieu de penser que la beauté physique, ça suffit. Ouais. La beauté passe. En conclusion, demander plus de droits, c'est aussi accepter plus de devoirs. De devoirs.
J'ai vu quelque part à qui profite l'émancipation des femmes. Aux hommes. Tout à fait. Parce que dès qu'on dit que ce n'est plus l'homme qui est pourvoyeur, une femme émancipée est une femme qui fait sa part de travail dans la famille pour le bien-être des enfants, des membres de sa famille. Et une femme qui aime ses enfants, elle ne va pas dire qu'elle est émancipée et elle va attendre seulement pour qu'on vienne lui donner de quoi. Sauf si ça a été décidé et que le monsieur gagne suffisamment d'argent. Mais même s'il gagne suffisamment d'argent, un homme qui gagne suffisamment d'argent et qui doit donner la popote chaque jour sans respecter sa femme, mieux vaut pour la femme d'aller travailler que de tendre la main. On va lui tendre ça comme à une chienne parce qu'elle tend la main. Mais, alors, Salif, il faut dire qu'on a envie d'écouter Madame Nestorine Sangaré tous les jours. Et nous, les garçons, oui, on aime entendre ce genre de discours. Je voudrais... Salif. Extraite au cœur de la ville de Sia, la nature crée une eau authentique, une eau pure, une eau riche en oligo-éléments et en sels minéraux. La vie, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso. Vous le saviez déjà, les experts le confirment. La vie est médaillée d'or monde, sélection 2019. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Sois concret. Rejoins Orange Choco, tape étoile 109 dièse et reçois 75 SMS chaque jour après envoi du premier SMS pire. Orange. Café Chaud aujourd'hui, c'est une proposition de notre invitée, Madame Nestorine Sangaré. Elle allait nous chercher une voix féminine, une voix peut-être féministe, mais on va apprécier. Elle est accompagnée d'un jeune orchestre et vous allez voir comment ça sonne, comment les mélodies résonnent et après on fait le commentaire. Mesdames et messieurs, voici Alliance pour vous. On va acclamer Jésus. Amen. On va acclamer Jésus. On fait comme ça. Allez, tout le monde balance les mains. Alléluia, Alléluia, adore Jésus-Christ.
Alors, tout de suite, réaction. Et merci pour cette chaleur que vous apportez dans cette émission, Le Grand Café avec Madame Nestorine Sangaré. Tout de suite, c'est vous qui avez fait le choix. Réaction, commentaire sur cette prestation. Je trouve que c'est vraiment une très belle prestation. Oui. Et je connais le groupe. Si on avait plus de temps, certainement qu'on va se lever puis danser. Oui. Voilà. Et vous chantez souvent ensemble? Nous chantons parfois ensemble parce que c'est un groupe en cours de formation. D'accord. Donc, on est en train de travailler à monter le groupe. Oui. Mais c'est des jeunes qui ont beaucoup de talent Oui. et qui ont de l'avenir. Regardez, ils sont tous jeunes, talentueux. Je voudrais qu'on les applaudisse très fort. Merci, Alliance. Merci beaucoup pour cette invitation. Extraite au cœur de la ville de Sia, la nature crée une eau authentique, une eau pure, une eau riche en oligo-éléments et en sels minéraux. La vie, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso. Vous le saviez déjà, les experts le confirment. La vie est médaillée d'or monde, sélection 2019. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Sois concret. Rejoins Orange Choco, tape étoile 109 dièse et reçois 75 SMS chaque jour après envoi du premier SMS payant. Orange. 10 questions dans les yeux de Lorraine Bazier. Mesdames et messieurs, applaudissements pour Lorraine. Et le plus important, vous me regardez. Et la première question. Après votre poste de ministre, vous aurez affirmé que des gens ont comploté pour que vous n'ayez plus de boulot dans le pays. Mensonge. Mensonge? Ok. Vous qui étiez très proche de l'ex-première dame, Madame Chantal Comporé, il se dit aujourd'hui que le torchon brûle entre vous. C'est mensonge. Mensonge? Mais ne paniquez pas, mensonge ou vérité? Non, c'est mensonge. C'est mensonge? Oui. Vous êtes sûr? Mensonge. Il se dit qu'un deuxième album se prépare. Mensonge ou vérité? Vérité. Vérité? Enfin. Il se dit que vous avez un lien de parenté avec le président Blaise Compaoré. Mensonge. Mensonge? Il n'y a pas de lien entre vous? Mensonge. Aucun lien de parenté? Mensonge. Ok. J'aurais appris dans les coulisses que vous êtes une femme assez insoumise. Vous tenez tête à votre mari. Mensonge ou vérité, madame? On ne réfléchit pas. C'est qu'a dit. Il n'y a pas de... On ne discute pas. C'est soit mensonge, soit vérité. Non, mais là... Vous voulez un joker, madame? Vous voulez un joker? Je veux un joker. Donc, vous ne répondez pas à cette question. Bon, le joker de Commandant, madame, le premier joker. Le premier joker du café. On applaudit. Donnez-lui son joker, tranquillement, et on Ceux y qui va. vont noter, n'oubliez pas que madame a pris un joker. L'ONG américaine contre laquelle vous avez gagné le procès, vous aurez reversé 100 millions comme dommage. Mensonge. Mensonge? On peut savoir c'est combien? Non. Et il se dit que vous ne serez plus prête à accepter un nouveau poste ministériel vu tout ce qui s'est passé. Ça, oui. Vous ne voulez plus être ministre? Ah, madame! Vous ne voulez plus être ministre?
Vous voulez être ministre? C'est mensonge ou vérité? Mensonge ou vérité? Mensonge. Mensonge, vous voulez plus être ministre? Mensonge. Vous voulez un deuxième joker ou pas? Non. Ok. Il paraît que vous avez été interdit d'enseigner à nouveau à l'université. Oui. C'est vérité? Vérité. Vous ne pouvez plus enseigner à l'université. Vérité. Ok, c'est dommage. C'est tout. Non, vous partez avec votre joker. Merci, madame. Merci, Lorraine. La note de l'invité, on va tout de suite applaudir monsieur Yves Thierry. Alors, tout d'abord, je vais demander à ce qu'on acclame madame pour ce qu'elle a fait. Voilà, parce que je pense déjà qu'elle est une référence pour nos sœurs qui sont ici présentes. Dans l'ensemble, moi, j'ai retenu une note de 8,50, pour ne pas dire 9, parce qu'elle a enregistré un joker. Voilà, donc... La parole est à Tiendré Biego Josias, qui va se mettre debout. Personnellement, j'ai adoré l'émission. Et quand j'ai vu Madame Sangaré s'entretenir avec vous, j'ai vu en elle une femme forte qui incarne en elle-même tout l'idéal qu'on a de la femme. Et je suis fou d'admiration, je tiens à le souligner. Franchement, les mots me manquent. Bien sûr, on comprend. Et ça lui a valu combien? C'est pour ça que je vais lui attribuer la note de 8. La note de 8. On va présenter la note. Joli compliment et une belle note. Ça s'applaudit. Alors, allons chercher maintenant chez les dames. Est-ce qu'elles seront plus tendres, plus douces, plus généreuses? Parce qu'il paraît qu'entre femmes, ce n'est jamais évident. Voici mademoiselle Kwanda Awa Poupette. Bonjour, Miss. Wow, elle a été superbe. Et c'était ma première fois d'assister au café. Et j'ai vraiment adoré. Voilà. Je tiens à remercier madame pour sa belle présentation. On va présenter votre note maintenant, mademoiselle. Ma note, elle est... Elle hésite, hein? Non. On va la regarder, votre note. Quand c'est bon, on ne peut pas résister. D'accord. 8. 8. Ouedraogo Christelle va nous rejoindre. Bonjour, mademoiselle. Bon, j'ai adoré la façon de répondre, sa franchise, sa sincérité. Et j'ai apprécié le fait que madame dit ce qu'elle pense. Elle a un parcours de chef, comme on peut le dire, et elle donne l'exemple aux jeunes filles, si je peux me permettre de dire ça. Ah ouais, elle a un parcours de chef, sans traumatiser les hommes, quoi. Présentez-nous la note, s'il vous plaît. Je lui ai attribué la note de 8, je lui aurais donné 9, mais elle a utilisé le joker. On applaudit ça. Doris Badiel est celle qui a installé notre invitée, mademoiselle Doris. Voici votre invitée, qu'est-ce que vous avez pensé? Et d'abord, par son parcours, par sa façon de répondre aux questions, je dis d'elle qu'elle est une femme d'honneur et une femme de poigne. Je suis fière. En vous, je retrouve les deux sens du mot femme, avec le grand F et avec le petit F. Vraiment, je suis fière. L'œuvre humaine n'étant pas parfaite, je vous ai attribué la note de 8. La note de 8. Ouais. Madame. Extraite au cœur de la ville de Sia, la nature crée une eau authentique, une eau pure, une eau riche en oligo-éléments et en sels minéraux. La vie, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso. Vous le saviez déjà, les experts le confirment. La vie est médaillée d'or monde, sélection 2019. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée.
Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Sois concret. Rejoins Orange Choco, tape étoile 109 dièse et reçois 75 SMS chaque jour après envoi du premier SMS payant. Orange. C'est en quelques secondes. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette émission? Ce que j'ai retenu de cette émission, d'abord, je confesse que je ne l'ai jamais regardé de bout en bout. Donc, c'est en même temps une façon de découvrir l'émission. Ouais. C'est une émission où il faut se préparer avant de venir. Mais j'ai vraiment aimé ce privilège d'être reçu, de rencontrer donc, une équipe dynamique, jeune. Et vous m'avez fait remonter jusqu'à l'enfance et d'examiner le parcours. Je n'ai pas tout dit. Ouais. Et j'aurais voulu avoir plus de temps pour discuter avec la jeune fille qui a Lorraine. Voilà, qui a posé les questions. Ouais. Dans 10 ans, je te retrouve et puis je te pose les mêmes questions. Dans 10 ans. Et c'est vrai qu'il y a une émission du café, il y a un numéro du café qui vous a aussi refroidi quand on vous a invité, celle de Rama. Et vous avez dit, je ne vais pas faire une émission à la Rama. Non, parce que j'ai vu les commentaires sur Facebook. D'accord. Et j'ai eu l'impression vraiment que on ne présentait de l'invité que son côté négatif. D'accord. Et je n'ai pas senti, j'ai pas senti que on a trouvé quelque chose de positif en elle. Ouais. Et si bien que ses réactions, bon, je la comprenais, mais comme je ne comprenais pas la philosophie de l'émission également, bon, je me suis gardée de porter des jugements, mais j'aime pas aller là où j'ai l'impression qu'on veut humilier les gens, tu vois. Donc, pour Rama, quand j'avais vu ça, et puis vous m'avez contacté, j'ai dit, ah, si c'est vraiment l'émission de Rama, je veux pas... Mesdames et messieurs, c'était le Grand Café avec Madame Nestorine Sangaré, mais si cette émission a tenu tout son pari, toute sa saveur de bout en bout, c'est aussi parce qu'on avait en face de nous une brillante école. C'est l'ISPP que je vous demande d'applaudir très fort. Et ces jeunes qui portent des t-shirts Diaconia, qui sont venus avec Madame, avec toute son équipe, vraiment vous avez été formidables. Le dimanche prochain, un autre invité, un autre public et évidemment un autre café. Madame, ça a été un plaisir. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Extraite au cœur de la ville de Sia, la nature crée une eau authentique, une eau pure, une eau riche en oligo-éléments et en sels minéraux. La vie, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso. Vous le saviez déjà, les experts le confirment. La vie est médaillée d'or monde, sélection 2019. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Sois concret. Rejoins Orange Choco, tape étoile 109 dièse et reçois 75 SMS chaque jour après envoi du premier SMS payant. Orange. Café. La vie, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso, Orange, Burkina et Nescafé vous ont présenté le Grand Café. Café.